Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos amis de France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan. Comme chaque jeudi, on va revisiter l'actualité de nos 5 clubs dans les Pays de la Loire, les 2 de Ligue 1, Angers et Nantes, les 3 de National, Cholet, Laval et Le Mans, en compagnie, encore une fois, d'un nouvel invité. Et quel invité? Il a fait les beaux jours du milieu de terrain, notamment d'Angesco, mais pas que. On en reparlera avec lui. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau d'USB Charles Diers. Salut Charles. Salut Anthony, ça va? Ça va bien? Ça va. Alors on va le dire encore Angevin puisque tu habites par là-bas. Merci d'avoir fait le déplacement. Bah, ça va, on n'est pas loin. Petite heure de voiture. Bon, Non, mais il faut le faire, c'est sympa. T'as pas oublié non plus bien qu'il y avait un maillot à ramener pour cette émission. Merci de me l'avoir rappelé. Il faut toujours envoyer un petit texto. Hein. Il est derrière, tu peux aller nous le chercher. C'est assez facile à deviner. C'est donc ton maillot. Puisque c'est marqué ton nom derrière, je pense que pour l'instant je suis pas trop mauvais. Non, ça va, c'est le mien, c'est un maillot d'Angers où j'ai passé... On va le montrer là, voilà. C'est un maillot d'Angers où j'ai passé une très grande partie de ma carrière, j'ai joué 8 ans avec le club, un maillot de Ligue 1. Maillot de Ligue 1 c'est la seule année, qui représente la seule année que j'ai fait en Ligue 1. Et un maillot blanc, j'aime beaucoup les maillots blancs en général, ils étaient toujours sympas à Angers, maillot d'extérieur. Avec les rayures grises, là, je ne sais pas si on le voit bien, mais en tout cas, il y a les rayures grises. Très classe, qui représente mes premiers pas et seuls pas au Vélodrome. Alors pour un gamin qui suivait le foot dans les années 90, c'était Marseille. Donc la petite victoire en Champions League à l'époque. Donc voilà, c'était un gros pincement au cœur de fouler le Vélodrome. Et puis qui représente beaucoup de matchs à l'extérieur. On a fait cette année-là beaucoup de coups. On avait gagné à Lyon, on avait fait des gros matchs. Et notamment aussi, j'ai marqué avec ce maillot à 3 mon seul but en Ligue 1. Donc beaucoup de beaux souvenirs. Beaucoup de beaux souvenirs. Eh bien, impeccable. On va pouvoir en reparler de cette carrière. Tu peux nous le raccrocher, ne pas l'oublier surtout pour la fin de l'émission. Nous, on veut bien le garder, mais à mon avis, toi aussi. Donc, ne l'oublie pas. On va regarder ensemble le sommaire de cette émission. En commençant par toi, justement. On va revenir sur ta carrière et puis surtout sur l'avenir de Charles Diers. The 30 Man, ça c'est ton surnom sur les réseaux sociaux. Tu nous expliqueras pourquoi. Et puis, on va parler de la Ligue 1 avec 2 clubs que tu connais bien. Angers, puisque tu as passé, on l'a dit, plusieurs saisons. Et puis Nantes, qui vont jouer le maintien jusqu'au bout. Il n'y aura que ça et peut-être une demi-finale de Coupe de France. C'est sûr maintenant pour le FC Nantes face à Paris. Et puis le National, un championnat que tu as bien connu aussi. Ouais, j'ai fait 4 saisons. Voilà, et dont on va parler avec Le Mans et Laval qui peuvent toujours prétendre, même Cholet, qu'on le verra, qui peuvent toujours prétendre au moins une place de barragiste et pourquoi pas à la Ligue 2 la saison prochaine. T'es prêt pour l'émission? C'est parti. Attention, on se bouche les oreilles. C'est parti pour l'émission et on commence par parler de notre invité Charles Diers, on l'a dit, ancien d'Angesco, mais regardez, pas que, sur cette petite palette formée à Lille, il va bientôt avoir donc 38 ans, et oui, déjà ça passe vite, Dijon pendant 3 saisons, puis Boulogne une saison avant d'atterrir à Clermont pendant 2 ans, et puis de terminer par ces 8 belles saisons du côté d'Angesco. C'est proche, c'est loin, c'est quoi tout ça? Ouais, ça commence, on se faisait la réflexion, j'étais avec des amis hier soir, un ancien noté, Johan Eudeline, et c'est vrai qu'on se disait, ça fait déjà presque 3 ans qu'on a arrêté, et ça passe très vite, et on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc ça c'est un bon signe aussi. Bon, on va revenir sur l'après-carrière footballistique, on va encore se pencher sur celle qui vient de se dérouler avec, regarde, la première petite image, ce sera pour toi cette petite photo, Panini, eh oui, Charles Diers, 1,69 € sur eBay. Ah, donc, tu vois, nous, on va l'acheter. Ouais. Nous, on va l'acheter, on va la coller derrière, ici, sur le placard du USB Foot. Ah, ça fait toujours bizarre de se voir comme ça dans des vinyles Panini. À 12-13 ans, dans la cour de récréation. Non, pas 12-13 ans, à 8-10 ans. T'es changé? Il fallait changer, il fallait remplir l'album. Et puis, à cette époque-là, j'imaginais pas une seule seconde un jour que ce soit mes enfants qui collent ma l'étiquette de papa. Bon, en tout cas, on l'a retrouvé. C'était vraiment très sympa. Et puis, on l'a dit, il y a eu plusieurs clubs. Il y a eu une formation à Lille et puis un départ vers Dijon. Dijon, où on parlait tout à l'heure de Coupe de France avec le FC Nantes. Il y a eu une demi-finale avec Dijon en Coupe de France. Ouais, j'ai eu plusieurs demi-finales. On va voir la photo d'ailleurs. Je te laisse. Non, vas-y, explique-nous un peu, parce que cette photo, elle est là, t'es au premier rang. On était en national en plus. C'est une année où on accède à la Ligue 2 et on va jusqu'en demi-finale de Coupe de France. Donc c'est sans doute l'une des premières saisons de ma carrière qui m'a vraiment marqué. T'es tout jeune, là? Là, oui, j'ai 23 ans. Voilà. Et un super groupe, des super moments. Des belles rencontres. Voilà, j'ai un excellent ami qui est éducateur à Cholet, donc François Masson, sur la photo.
Et première grosse expérience, on était là pour faire monter le club. On y a réussi en 2 ans sous l'ère de Rudy Garcia. À l'époque, Donc, entraîneur de Marseille. Un des premiers bons coachs, très bons coachs que j'ai connus, qui a réussi par la suite au plus haut niveau. Et Dijon-Belleville, à l'image d'Angers, pas trop grande, pas trop petite, super sympa. Qui te collait bien. Ouais, pour s'épanouir, c'était l'idéal. Et ça, c'était souvenir. à Châteauroux avec malheureusement une défaite 2-0 à la clé. Il n'y aura pas de, non, de finale. C'était plié au bout de 5 minutes, on perd 1-0. Je me demande si c'est pas Sébastien Roudet qui fait son soliste sur le côté, qui centre. Et je crois qu'au bout d'une demi-heure, ça fait 2-0. Après, on a essayé tant bien que mal d'exister, mais la marche était trop haute. Bon, en tout cas, très bon souvenir pour cette saison. Arriver en demi-finale pour un club de national, c'était déjà pas mal. Un exploit. Ouais. Déjà pas mal, effectivement, comme les Herbiers l'an passé, dans cette finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Tu parlais de ton seul but en Ligue 1 avec Angesco. Il y en a eu d'autres. Il y a eu un doublé notamment en Coupe de France. Alors, c'est vrai que j'y étais, donc je m'en rappelle très bien avec un but extraordinaire. C'était contre qui ? Le Havre. Bien, Le Havre, on va voir l'image. Ce but, regardez, la reprise de volée pleine lunette. Ça retombe tellement que c'est même pas pleine lunette. Hein, c'est elle lobe carrément le gardien. On va la voir au ralenti. Celui-là, c'est le plus beau but ou pas ? Oui, clairement, ouais, ça fait partie de mes plus beaux buts. Parce qu'il y en aura un deuxième dans le match. Ouais. Bon, on va plat du pied, assurance. Mais le premier, on peut le remettre, hein, mais le premier, il est extraordinaire. Ouais, c'est un des rares. J'ai été capable de mettre des petites choses comme ça aux entraînements, mais quand ça marche en match, c'est encore plus savoureux. Et, c'est de l'instinct ? Oui, c'est de l'instinct. Et ce qui est marrant, c'est que l'entraîneur sur la touche, il prend ton temps, contrôle. Des fois, non. Des fois, il ne faut pas écouter son entraîneur. Hein. Puis là, t'as pas le temps d'écouter tout. Non, tu peux pas. C'est justement... Et oui, c'est de l'instinct. Des fois, les conditions se prêtent que le ballon il rebondit à la bonne hauteur et que tu le sens, tu ne l'expliques pas. Et quand tu joues à l'instinct, et souvent, c'est le mieux et ça nous envoie ça nous envoie. On a passé beaucoup de matchs après, mais on va encore en demi-finale de Coupe de France. C'était une très belle saison aussi. J'ai fait plusieurs demi-finales. Ouais. J'ai pas fait la finale. Pas fait la finale, mais plusieurs demi-finales, ce qui est déjà pas mal. Oui. On rappelle ton poste milieu de terrain, relayeur, entre le 6, le 8. À la base excentré, et avec Steph Moulin, à un moment, t'as été recentré. J'avançais un peu moins vite, on jouait avec 3 milieux de terrain et ça m'a permis de bien finir ma carrière aussi, parce que c'est vrai que sur le côté, dans le football moderne, on aime bien les faux follets qui dribblent tout le monde, et j'avais plus ce profil, je l'avais pas, donc je m'épanouissais 10 fois plus au milieu de terrain, vraiment en relayeur, en soutien des attaquants et en venant participer aux tâches défensives, donc je me suis bien éclaté à ce poste-là aussi. Bon, et puis après, à l'issue de ces 8 saisons à Angesco, en 2016, au mois de mai, à l'issue de la saison, c'est le départ, c'est la première retraite finalement. On va voir quelques photos parce que c'était une soirée qui t'a marqué, vraiment. Il y avait la famille, il y avait les amis dans le stade, on voit, ça c'est toute la famille qui est avec toi. C'est des images qui restent. Ah oui, c'était un bon souvenir. Le match est parti, on a perdu le match, c'est Toulouse qui se maintient, mais limite, pour moi, ça reste anecdotique, alors qu'on a mené 2 fois au score et que quelque part... Mais voilà, c'était la première saison que le score remontait en Ligue 1 depuis 22 ans, on se maintenait depuis quelques journées, donc c'était déjà parfait. C'était déjà la fête. Voilà, c'était déjà la fête, et puis de pouvoir décider de son arrêt de carrière, c'était quelque chose qui me tournait en tête depuis plusieurs mois, plusieurs années, par rapport à à des potes que j'avais pu côtoyer, qui n'avaient pas forcément pu choisir ce moment-là. Toi, tu avais décidé de t'arrêter de toi. Je préférais choisir ce moment qu'on me l'impose. Et finir par une année en Ligue 1, j'ai des amis qui n'ont jamais évolué, j'estime qu'ils avaient toute leur place comme moi d'un jour y goûter. Enfin voilà, c'était hyper positif d'arrêter comme ça. En plus, avec d'autres amis. J'ai arrêté en même temps qu'Olivier Aurillac et Johan Oldin, donc c'était... une belle soirée, un bon moment pour tourner la page. À 35 ans, j'estimais que je voulais pas faire des années de plus, faire déménager là éventuellement la famille. Oui, donc, pour aller jouer à l'étage en dessous peut-être. Ouais, alors ça, j'ai passé beaucoup de temps dans les différents étages du championnat du football français, mais c'était pas le souci. Mais voilà, on avait fallait passer à autre chose. Il fallait passer à autre chose, et Angers, une ville où on s'épanouit bien, on avait plein de choses à faire, donc c'est parfait. Bon, j'imagine que la soirée, le lendemain matin, devait avoir un peu mal aux cheveux, mais ça s'est bien passé, j'imagine. En tout cas, l'après-carrière, tu parlais d'Olivier Aurillac, on va te voir d'ailleurs en image avec lui. Avec Olivier, c'est d'abord l'association La Dalle Angevine, récompensée par l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, pour l'association, c'était il y a 2 ans.
Voilà, une création d'association sur une idée qui est issue du football. C'est ça, c'est un slogan qui vient du vestiaire du SCO. C'est un slogan, un état d'esprit. Avoir la dalle angevine. Voilà, ne jamais renoncer, être persévérant, qui a des valeurs qu'on a su parfaitement incarner sur plusieurs saisons, notamment la saison où Olivier a utilisé pour la première fois cette phrase. On a pris 12 points dans les arrêts de jeu et on a mis 12 buts dans les arrêts de jeu. Ouais, incroyable. Il faudrait les statistiques. ressortir les chiffres exacts, mais quand tu mets 53 buts dans une saison, dont 12 dans les 3-4 dernières minutes, c'est assez significatif d'un état d'esprit. Effectivement. Et voilà, l'équipe, le club a parfaitement su l'incarner. Après, avec Olivier, on avait envie de faire profiter tout le monde sportif de la région, de la ville d'Angers, de l'agglomération, à travers ce slogan, ces valeurs, et de faire un peu un média qui informait, un média positif qui, voilà, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'information, on essaye de mettre en avant les acteurs, souvent pas connus, du sport, les kinés, les magasiniers, les gens qui travaillent dans l'ombre, dans les petits clubs et de tous les sports. Et ça a très bien marché, ça marche bien, ça prend du temps. C'est un projet hyper enrichissant, hyper formateur. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'égal en France sur ce type de format-là. De fédérer tout le monde, d'associer tout le monde à un slogan, une marque de territoire. Et ça prend du temps et c'est passionnant. Voilà, là, on fait travailler la licence 3 d'Infocom de la Cato de Angers, qui nous fait des articles, on fait travailler... il y a énormément de tissus, le local aussi qui travaille. C'est aussi un bassin pour des jeunes étudiants d'apprendre le community management, le journalisme et tout ça, et ça, on adore ça. C'est quelque chose effectivement qui te plaît, outre la dalle angevine, tes autres activités à l'heure actuelle, si on peut les connaître rapidement. Oui, je travaille à l'ESCA, une école de commerce post-bac qui recrute à la sortie du bac, la deuxième école française post-bac. Aujourd'hui, c'est que tu enseignes ? Non, je suis dans l'administratif. D'accord. Je fais de l'événementiel. J'accompagne les étudiants sur l'événementiel. Je travaille sur l'image de marque, un peu de relations entreprises. Ça fait 2 ans que j'y suis. On est à un moment charnière où l'école a énormément grandi depuis 3-4 ans en ouvrant 3 nouveaux campus en France. Il y a toute une réflexion sur comment se réorganiser par rapport à ça. Donc juste sur Angers ou tu te balades aussi dans d'autres... Je bouge un peu. On a un campus à Paris qui a 20 ans et on a un campus à Aix-en-Provence, Lyon et Bordeaux qui a 3 ans. Donc, et l'idée, c'est que quel que soit le campus où tu sois, déjà tu puisses aller d'un campus à l'autre et que tu sortes avec le même diplôme, un bac, un master. D'accord. Et là, il y a toute une réorganisation par rapport à cette évolution structurelle de l'école qui est à repenser et c'est très intéressant d'être là à ce moment-là. Et oui, voilà, je travaille sur l'événementiel, sur l'associatif, sur l'image de marque. Je suis un peu transversal, un peu à l'image. Donc un agenda bien rempli. On s'ennuie pas en retraite. On s'ennuie pas. Non, je voulais pas. Je voulais pas. J'ai beaucoup pensé à l'après pendant ma carrière, sans forcément savoir quoi, mais je me suis formé. Un an après ma retraite, je décrochais le master, donc j'ai pas perdu de temps non plus parce que je voulais être un peu maître de la suite. Et pas la subir. En tout cas, c'est une vraie belle reconversion et on te souhaite plein de bonnes choses. Une dernière petite chose là sur les réseaux sociaux, The 30 Man. Pourquoi J'ai créé le compte le jour de mes 30 ans. Ah d'accord, ça vient de là. Voilà, c'est resté. Oui, j'étais avec une personne qui me disait Twitter c'est l'avenir. On ne s'en servait pas encore trop il y a 8 ans. Et voilà, je l'ai créé le jour de mes 30 ans. J'avais pas encore pris la notion que c'était vraiment quelque chose d'un peu public où il fallait utiliser son nom tout simplement. Tu changes pas pour The 40 Man dans bientôt hein. Non, je le garde. Je le garde. Et après, de toute façon, on retrouve mon nom au-dessus. Donc voilà. Et puis je sais que ça s'est fait comme ça. Et je me suis mis vraiment à m'en servir 6-9 mois après. Et après, on était plusieurs du SCO à s'en servir, la dalle angevine. Et puis, voilà, c'est parti. C'est parti. Et puis aujourd'hui, on voit que ça fonctionne bien. Twitter... pour toute cette communication-là. Et ça permet... Ce que j'ai bien aimé dans cet outil-là, c'est que ça permet aussi de pouvoir dire ce que nous, on a envie de dire publiquement. Alors, je ne parle pas de se positionner politiquement ou quoi, c'est que une fois, ça m'est arrivé qu'un journaliste dise que moi, j'étais bien là en mode remplaçant, à rien dire à personne, alors que je n'avais pas du tout dit ça. Et cet outil permet à un moment de dire... d'avoir un droit de réponse direct. D'avoir un droit de réponse direct. Et ça, c'est assez intéressant parce que, quelque part... on n'a pas toujours la voix au chapitre.
en tant que sportif, mais ça, cet outil-là permet de... Et puis quand tu es cohérent avec l'image et ce que tu dégages, les gens, ils savent que c'est toi et que tu es authentique. Donc c'est ce que j'aime dans cet outil-là. Bon, et bien très bien, voilà, vous en savez beaucoup plus maintenant sur Charles Diaz qui il se protège, il se recule parce qu'il a peur, il sent que ça va encore partir, évidemment, avec le petit appareil. C'est bon, on est parti, on parle de foot ensemble ? Sans problème. Allez, c'est parti pour la Ligue 1. On va revenir bien sûr ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer pour nos deux clubs des Pays de la Loire, à savoir Angers et Nantes. On va revenir sur le classement d'abord. Après toutes ces journées de championnat, on va regarder, même s'il y a encore quelques matchs à jouer, eh bien Angers est 12e avec 34 points. Le FC Nantes est 14e avec 31 points au compteur. Et on va commencer cette Ligue 1, Charles, par Angesco. Eh oui, Angesco en pleine tête parce que notre ami Flavien... Oui, ouais, t'es facile, je sais. Mais bon, il faut la faire. En plus, on lui a dit, il vient quand il veut, Flavien. Il a marqué un super doublé, son premier d'ailleurs en Ligue 1. C'était lors de la dernière journée de championnat. Un très beau match contre Monaco, tu y étais ? Non. Mais en tout cas, ça s'est vraiment plutôt bien passé au départ parce qu'Angers menait 2-0. Égalisation après de Monaco. Enfin bon, quand on voit Monaco, ce qu'ils ont recruté au mercato hivernal, c'est plus du tout la même équipe. Très beau match, en tout cas, par rapport aux médias qui étaient présents, on a pu s'en apercevoir. 2 buts partout et on va regarder sur les réseaux sociaux. Tu parlais, je ne sais pas si tu es sur Instagram aussi, mais moi à titre perso. Donc, Voilà. Et les joueurs, en tout cas, eux, évidemment, ils y sont à bloc, à l'image de Mr. Bamba qui nous livre cette superbe photo également sur Instagram. Félicitations à mon gars Tetinho, c'est son surnom sur Instagram et sur Twitter. Eh bien, à Flavien Tep pour son premier doublé. En voilà encore un joueur, on parlait de toi, mais Flavien, c'est aussi un petit peu quelqu'un qui était méconnu dans l'ombre du championnat national d'abord, de la Ligue 2, et qui se fait complètement sa place en Ligue 1. Oui, c'est la force d'Angesco aujourd'hui de savoir les dénicher les futurs talents. De toute façon, on n'a pas les moyens de Monaco, on n'a pas les moyens de changer son équipe à Noël quand ça ne va pas. Oui, c'est pas du Scrabble chez nous. Non. Et j'avais bien aimé les propos du coach et je trouve que quand Angers doit trouver une solution, il améliore la compétence de ses collaborateurs avant d'aller chercher des solutions externes à la trêve. Donc c'est quand même... Un point positif dans ce club, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi quand tu vois les résultats du SCO. Alors, j'aime pas ramener ça à un budget, mais tu te dis qu'en termes d'efficacité, par rapport à d'autres, il y a des gens qui pourraient se poser des questions. Après, c'est souvent dû, on l'a dit, alors c'est lui de recrutement, mais aussi à ce triptyque. Président, directeur sportif, manager général. Et puis qui sont lucides sur comment s'en sortir à ce niveau-là. Et ça marche très bien et ça permet des éclosions. Déjà, quand on était en Ligue 2, je pense qu'on était l'un des rares clubs à faire des ventes chaque année et des belles ventes. Quand on reprend sur les 10 dernières années les joueurs qui sont sortis et jusqu'où ils sont allés, il n'y a pas beaucoup de clubs qui l'ont fait et ça continue. Et ils savent le faire très bien. Un exemple c'est Pépé, Nicolas Pépé. Vendu, je ne sais plus, on va dire, entre guillemets, 10 millions d'euros. Mais derrière, à la revente, il y a encore 15%. Donc ça veut dire qu'au moment des tractations, c'est pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi, on ne signe pas n'importe quoi. Et derrière, il y a encore un autre chèque de 10 millions d'euros qui va certainement tomber. Oui, il y a ça. Puis on peut en sortir après. On peut sortir Ben Kafala, Charbonnier, énormément. Bouffal. Et puis les mangas, et j'en oublie autant, quoi. Et c'est à chaque fois des mecs qui sont venus parce qu'ils croyaient à un projet et qui savaient qu'ils allaient trouver de la visibilité tout en participant à un projet commun. Le club a cessé de grandir à leur côté, on les a fait grandir, ils ont grandi par eux-mêmes. Et voilà, aujourd'hui, le club s'épanouit et a sa place. Il peut aller plus haut ou pas ? Franchement, dans le foot d'aujourd'hui. Heureusement que ce n'est pas régi par l'argent, c'est ce qui fait qu'on est là, que le club est là. Oui, mais là, c'est stabilisé, on va dire, entre 10 et 15. Est-ce que le club d'Angers peut aller entre 5 et 10, par exemple, dans les années à venir ? S'il continue à travailler mieux, s'il attire des partenaires encore plus puissants qui croient en ce modèle-là, pourquoi pas ? Il n'y a rien d'impossible dans le sport. Alors, on parlait des joueurs, mais Angesco, c'est aussi un club qui fait toujours confiance à ces gens qui sont là depuis 20, 30, 40 ans. Regarde, petit Claude, tu connais ? Oui, très bien. L'intendant. Personne hyper dévoué, ouais. Et avec le maillot de Subasic, pourquoi ? Parce que Pavlovic, il a été lui récupéré lors de Angers-Monaco. Mais voilà, c'est un peu à l'image de ce club aussi. Petit Claude, c'est quelqu'un qui est là depuis des années, mais on l'oublie pas. Non. Puis on a toujours du plaisir à se recroiser. C'est ce qui a fait que je suis resté aussi 8 ans dans ce club, c'est qu'il y avait une stabilité, il y avait une volonté de progresser tous ensemble.
et de ne pas oublier les personnes qui ont aidé le club à être là où il est aujourd'hui. Donc voilà, il y a un vrai esprit et ça tire dans le bon sens. Et quand ça ne va pas, quand c'est difficile, on ne panique pas, on ne tire pas sur tout le monde en interne. Et voilà, il y a eu 2-3 années où ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis au final, même cette saison, ça passe. avec le départ de Toko Ekambi, on s'est dit au début, waouh, compliqué. Stéphane Bauken ne marquait pas autant non plus. Et puis, ça s'est passé tranquillement, sans effusion, sans crise, quoi. Ça gère en interne, ça ne fait pas des sbroufs. Et puis ça avance sur une certaine stabilité. Hein. Il y a eu 2 présidents sur les 15 dernières années. Bon, alors ça, les présidents, ça bouge un petit peu moins, mais il y a eu 2 entraîneurs seulement. Voilà, un directeur sportif qui... Jean-Louis Garcia. Et c'est vrai que c'est la stabilité qui prime du côté d'Angesco. Eh bien, on va parler d'un autre club qui, lui, ne brille pas forcément par sa stabilité. C'est le FC Nantes. Alors, le FC Nantes, une demi au parc, parce qu'on va commencer par l'actualité sportive des Canaries, et celle-là, elle est bonne. C'est évidemment la qualification pour les demi-finales de Coupe de France. Ce sera donc au Parc des Princes, on en reparlera tout à l'heure. Regardez sur les réseaux sociaux les tweets et puis ce qui s'est passé avec cette belle haie d'honneur des Nantais. C'est ça aussi la magie de la Coupe de France, on en parlait tout à l'heure. C'est qu'il faut rendre au football amateur ce qu'il est. Et voilà, une défaite 2-0 d'un club de National 2 face à un club professionnel comme le FC Nantes. Il n'y a aucun déshonneur et surtout, il y a énormément de respect aussi entre les deux formations et entre les joueurs. Tu as connu les deux Moi, j'ai connu les battre le gros et se faire battre par le petit. Donc oui, j'ai connu toutes ces situations-là. Et voilà, c'est une coupe qui me plaît à tous les supporters parce qu'elle a une âme, elle a une histoire. Voilà, le foot aujourd'hui est tellement organisé qu'il y a plein de bons joueurs partout. Après, des fois, il y a des petites choses qui font que certains passent pro, d'autres moins. Il y en a qui sont meilleurs, qui sont plus solides mentalement, qui leur permettent des fois. Et sur un match, voilà, la beauté du foot, c'est ça aussi, c'est que sur un match, ces joueurs-là qui sont restés bloqués en CFA, où ils sont capables sur un match de se mettre à niveau sur une grosse équipe. Et puis voilà, l'inconscient fait que la grosse équipe baisse un peu le pied, se dit que ça va être plus facile. Et c'est ce qui fait la magie de cette coupe. Et ouais, des gros souvenirs de ma carrière, c'est quand tu es en national et que tu bats une Ligue 1. Et là, c'est des grands moments, quoi. Là, c'est top. Et l'inverse, ça doit faire partie de mes pires souvenirs aussi. J'imagine. Mais en tout cas, hier soir, vitré malheureusement pour les Bretons, mais ils n'ont pas réussi à battre le FC Nantes. On va regarder simplement les 2 buts des Canaries avec cette frappe pied gauche de Gabriel Bossiglia, le Brésilien, et puis pour l'ouverture du score. Et puis juste avant la pause, le 2e but des Nantais, alors que là on revoit cette belle frappe enroulée pied gauche. Il a vraiment une main à la place du pied, l'ancien monégasque. Et puis là, voilà, cette passe pour Antonio Manse, ouais, superbe. Ça, c'est Esseric, pas mal, le contrôle orienté, et puis la feinte de corps. Puis l'altruisme. Et l'altruisme aussi, parce que c'est vrai qu'il voit rapidement ce qui se passe. Et puis le déplacement de tous les supporters nantais du côté de Laval, puisque le déplacement n'était pas très loin. Ils ont pu se régaler, assister donc à la victoire des Nantais. On va écouter Valentin Rongier, le capitaine du FC Nantes, qui a brillamment participé à cette rencontre. Lui qui a été l'un des meilleurs Nantais hier soir. Et il est interviewé par notre ami David Jouya. On écoute. Paris Saint-Germain à suivre. On y va pour gagner, même s'ils n'ont pas perdu depuis janvier 2014 en Coupe. Bien sûr. Ta question, elle est un peu... Elle est un peu con. Non, elle n'est pas un peu con, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais je comprends. On va jouer le match à fond et on va tout faire pour gagner ce match, bien évidemment. On sait que ça va être une tâche très difficile, mais on y va pour gagner. On y va pour faire quelque chose. Et j'espère, qui sait, qu'on ira en finale au Stade de France. Je peux dire quelque chose ? Ah oui, vas-y, je t'en prie. On peut se marrer. On rigole tellement des footeux qui n'ont pas grand-chose à dire que des fois, il faut aussi prendre conscience du niveau de la question. Et là, en l'occurrence, il s'en est même rendu compte, David, en posant la question. Oui, et puis des fois, moi, ça m'est arrivé de me faire interroger 2 fois sur la même chose. Ah oui. Et ça j'ai pas pu m'empêcher de dire, je viens de le dire, il fallait écouter, quoi, parce qu'à un moment, ça fait partie du truc. On aime bien railler un footeux qui vient de passer 95 minutes à se mettre minable et qui doit tout d'un coup faire une récitation et une dissertation sur son match.
Et que des fois, il faut bien chambrer un peu les journalistes. Ça fait partie du jeu, quoi. Exactement. Et on lui fait un petit coucou à David Juat qui sera à ma place la semaine prochaine. Donc en plus, on lui souhaite une très belle émission à venir à David. C'était juste un petit clin d'œil, bien évidemment. On va retrouver notre autre confrère. Il s'agit bien de Florian Cazzola, notre confrère de France Bleu Loire-Océan, qui était présent hier soir du côté de Laval pour ce quart de finale entre Vitré et le FC Nantes. Et lui, justement, nous donne son avis sur la demi-finale. C'est parti. Oui, le grand écart pour les Canaries. Après avoir sorti le petit poussé, l'AS Vitré, les joueurs de Vahid Halilhodžić vont désormais se frotter à l'ogre parisien en demi-finale de la Coupe de France. Le PSG, quadruple tenant du titre et qui reste sur une série assez hallucinante de 28 victoires consécutives dans la compétition. Autre statistique qui donne déjà des sueurs froides aux supporters. Au Parc des Princes, les Canaries restent sur 12 défaites d'affilée. Mais bon, vu la prestation des coéquipiers de Thiago Silva face à une pâle équipe de Manchester United en Ligue des Champions, on se dit que finalement, sur un match, tout est possible. D'ailleurs, Guingamp l'a déjà fait cette saison. Lanavant a sorti le PSG chez lui en quart de finale de la Coupe de la Ligue. En zone mixte, à Laval, Valentin Rongier, le capitaine, disait en substance « Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas réaliser un exploit ?» Un exploit, c'est le mot pour éliminer ces Parisiens qui n'ont plus rien à jouer cette saison et qui à coup sûr ne voudront pas se manquer une nouvelle fois devant leur public. Tu as complètement raison, Florian, et je suis entièrement d'accord avec toi. Allez, avec cette demi-finale donc à venir pour le FC Nantes, on l'a vu, mais des Nantais raillés un petit peu en championnat après leur match à Guingamp, 0-0 contre le 20e de Ligue 1. Tout le monde un petit peu sur les réseaux sociaux est tombé sur Vahid Halilhodžić. Super entraîneur défensif, il va chez le dernier avec 10 éléments défensifs. Seul l'attaquant Koulibaly était sur le 11 de départ. Il est défensif uniquement, Vahid Halilhodžić, t'as pu le... Moi, ça a été l'entraîneur du LOSC mes 4 années en centre de formation quand j'étais à Lille. Ah oui, donc tu as connu un peu le personnage ? Oui, j'ai fait quelques séances avec lui. Lille, à l'époque, notamment en Ligue 2, c'était une équipe qui gagnait ses matchs sur la fin de match parce que ça bossait énormément. C'était physiquement au-dessus du lot par rapport aux adversaires. Et puis, il les a emmenés du 17e de Ligue 2, la première année où j'étais là, à la Champions League. Donc pas mal quand même. Pour ce moment-là, oui. Après, tu ne fais pas la même chose dans d'autres clubs quand tu arrives en Ligue 1, alors que quand tu reprends un club au fond de la Ligue 2. Mais moi, il était énormément respecté par ses joueurs à l'époque, si on se souvient des Bruno Chéroux, c'est là qu'ils sont partis, Pascal Sigan, toute cette épopée-là. Il y a beaucoup de mecs qui sont après allés jouer un peu partout en Europe. C'est quelqu'un qui a des valeurs très fortes par rapport à ce qu'il a connu, ce qu'a connu son pays. Et voilà, moi j'avais beaucoup de respect pour cette personne-là. Après, sur un choix de match, des fois, s'il avait gagné, on aurait dit que c'était le bon choix. Il n'y a pas de match facile en Ligue 1 quand même quand tu joues contre le 20e. Non, après c'était le manque d'ambition qui avait été un petit peu décrié en disant sauf que Nantes venait de perdre 3 ou 4 fois de suite 1-0. Donc il faut d'abord se rassurer avant de... Il n'aime pas trop ça, perdre 1-0, c'est pas son truc. Donc du coup, on va regarder, il y a des Brésiliens du FC Nantes qui se sont un peu fâchés parce qu'ils ne jouent plus. Donc Evangelista ou encore Bosquilha qui sont un petit peu mis sur la touche. Il a dit carrément, Vahid Halilhodžić, que s'ils sont pas contents, ils peuvent partir. C'est un peu le genre aussi de la maison. C'est un peu le Jules chef, donc voilà, s'il y a des états d'âme, tant pis pour eux. En tout cas, ils ont été alignés, notamment Bosquilha, en Coupe de France. Alors, on a demandé à Olivier Quin, le consultant de France Bleu Loire-Océan et notre consultant maintenant sur USB Foot, son avis sur la question Vahid Halilhodžić, il est que entraîneur défensif ou quoi ? Bon, sur le match à Guingamp, très clairement, effectivement, avec 2 lignes bien compactes, une ligne de 5, une ligne de 4 et le seul Koulibaly devant. Mais il y a 2 raisons à cela. La première, c'est qu'il avait perdu beaucoup de matchs à 1-0 sur les dernières sorties, notamment à Angers dans la dernière seconde ou à Monaco, en tentant des choses sur le plan offensif et malheureusement ça n'avait pas marché. Donc il a retenu les leçons. Et puis surtout la deuxième, c'est qu'il avait envie de laisser Guingamp derrière avec le même nombre de points d'écart entre les 2 équipes. Donc ça peut se comprendre. Il ne faut pas oublier non plus que Guingamp, on avait pris 5 au match aller, c'était Vahid Halilhodžić le coach. Toulouse en avait pris 4, c'était Vahid Halilhodžić le coach aussi. Ce n'est pas qu'un coach défensif. Sauf qu'à l'époque, il avait besoin de points. Nantes avait besoin de points et il avait pris une option plus offensive. Ce qui me gêne moi plus, c'est le manque d'ambition peut-être des joueurs aussi. Et puis on dit toujours qu'un système défensif, si vraiment les joueurs ne font que défendre, mais c'est l'animation qui prime.
Et là, l'animation offensive a très clairement été mauvaise. C'est pour ça que les Nantais n'ont pris qu'un point. Ils étaient là pour faire 0-0. Ils ont fait 0-0. Maintenant, très clairement, il faudra avoir d'autres ambitions sur les matchs d'ici la fin de saison. L'animation, la classique. Hein. Oui, il faut que les joueurs arrivent à mettre de l'animation, quels que soient les éléments sur le 11 de départ. On regarde ensemble, Charles, le programme à venir pour Angers, notamment avec ce déplacement à Montpellier qui s'est enfin rassuré après sa victoire à Bordeaux en milieu de semaine. Et puis le Nantes-Paris Saint-Germain, reporté donc à une date ultérieure, dont on ignore pour l'instant cette fameuse date. Voilà, on va arrêter sur la Ligue 1, mais juste avant de passer au championnat national, regardez derrière moi. Je vais aller chercher, d'ailleurs, je vais faire comme Charles Diers tout à l'heure. C'est le maillot, USB Foot. Oui, on en a fait un nous aussi. Voilà, on va remercier d'ailleurs notre communication d'avoir réalisé ce joli maillot. Il est pas mal. Sympa. Il est pas mal. Alors, on vous propose de le gagner, ce maillot, évidemment, dans les semaines à venir. Tu peux regarder derrière, il n'y a pas mon nom. C'est marqué juste France 3, point 3, Pays de la Loire. Voilà. Point 3, Pays de la Loire. Si vous voulez le gagner, vous nous envoyez des vidéos, des photos de votre club, de votre week-end de foot, de vos amis qui jouent sur les différents terrains des Pays de la Loire. Et nous, à la rédac, on va récupérer tout ça, faire un petit tri, sélectionner pour nous les meilleures vidéos, les meilleures photos, et on vous envoie ce magnifique maillot d'USB Foot. Voilà. On t'en enverra un peut-être. Ouais, je vais essayer. Exactement. Intérêt. Je le repose là, le maillot d'USB Foot avec le point 3 Pays de la Loire. Je vais me faire rouspéter parce que je ne le remets pas bien. Et on va passer donc après la Ligue 1. Petit. Ah, voilà, un gros. Allez, au championnat national, évidemment, pour clore cette émission footballistique avec le classement, tout d'abord, de ce championnat national. Regardez, Le Mans 3e, Laval 4e, Cholet 5e, même si Charles, fait la grimace, pas Charles Dias, mais Charles Proulx qui est derrière la caméra. Le supporter Manceau fait la grimace. Oui, parce que les Manceaux sont un petit peu dans le dur en ce moment. On va évidemment reparler de ce national et commencer par Le Mans. Stopper la chute. 3 de chute. Bon, les Manceaux, ils n'avaient pas perdu pendant 5 mois, depuis le mois de septembre. Et puis là, 3 défaites consécutives, aucun but marqué, 4 encaissés. C'est ce qu'on appelle avoir un trou. C'est ça. C'est obligé dans une saison ? C'est obligé. Il y a souvent des petits moments un peu plus difficiles. Après, je trouve que c'est peut-être pas le plus mauvais timing là, parce que derrière, il reste 2 mois et demi. 10 matchs, ouais. Et je me souviens qu'avec Angers, quand on est monté en Ligue 1, on l'avait eu plus ou moins. On avait fait un très bon début d'année. On avait gagné Nancy, on avait gagné 2-3 matchs comme ça. On avait eu un tout petit trou et puis après, c'était parti. Donc, vaut mieux là que dans un mois. Ça, c'est évident, parce que dans un mois, après, là, les dés sont joués. Donc. Bon, malheureusement, les Manceaux, le week-end dernier, ils ont perdu face à un concurrent direct, Rodez, qui est 2e du championnat. On l'a vu, on va revoir le but justement des adversaires directs des Manceaux, avec un peu de réussite, contrôle favorable. Et puis le petit enchaînement sympathique. Beaucoup d'occasions pour Le Mans qui pêche un petit peu dans la finition depuis quelques matchs. Mais c'est vrai, comme disait Charles, vaut mieux que ça s'arrive maintenant, qu'il y ait un petit peu de ressources aussi au niveau du club. Là, on le voit, il y a un but, mais qui est refusé pour un hors-jeu. Bon, ça ne tourne pas en plus en faveur des Manceaux en ce moment. Donc, il va falloir évidemment attendre un petit peu de mieux de la part des Manceaux. On va demander surtout nous, à Thierry Fourmy, notre confrère de France 3 Men, qui suit les Manceaux. Alors, on sait, Thierry, que les Sartois sont pas très très bien en ce moment. D'abord, est-ce que ça va durer ? Et surtout, ça vient d'où la faute là ? 3 défaites d'affilée dans le collimateur de l'entraîneur et du président. Les joueurs qui, après la défaite face à Rodez, donc, ont pointé les absences de certains joueurs. De mon côté, j'ai plutôt envie de mettre en avant l'inexpérience de ce groupe qui a été constitué en début de saison par Richard Désiré et Thierry Gomez. Il manque un joueur d'expérience par ligne pour emmener ce groupe vers les sommets, des joueurs d'expérience habitués à ce type de situation et capables de rassurer mentalement les jeunes joueurs. Alors rien n'est perdu, comme l'a rappelé Thierry Gomez à l'issue de la défaite face à Rodez. Il reste 10 matchs, donc 10 finales. Et puis, comme le soulignait Pierre Lemonnier, le défenseur central du Mans FC, il faut encore engranger de la confiance pour retrouver le droit chemin. Mais c'est vrai que ce déficit d'expérience pourra être décisif dans cette bataille pour l'accession. Et on verra si l'expérience va être préjudiciable à cette équipe mancelle. En tout cas, c'est vrai que ça a coupé court un petit peu aux rumeurs sur les réseaux sociaux, les supporters pas très contents. Le président Thierry Gomez, communiqué dans la foulée. Attention, on se calme.
il n'y a pas le feu. Il reste encore 10 journées, 10 finales, c'est ce qu'il dit sur ce communiqué. Soyons tous ensemble. Il y avait 8000 supporters, Manceau, qui étaient derrière eux pour le match face à Rodez. Ils demandent à ce que le peuple Manceau soit toujours là pour les 10 dernières journées. C'est aussi ça, faire l'union sacrée. C'est ça, c'est une ville, c'est un club, c'est une équipe de joueurs. Mais c'est vrai que si tout le monde tire dans le même sens, c'est mieux quand même. C'est mieux que si déjà, toi, joueur, tu dois te battre contre tout le monde pour taire ces rumeurs. Vous n'avez pas envie de monter, le club ne veut pas monter. Mais ça, j'ai jamais entendu ça dans un vestiaire, j'ai jamais compris qu'on me dise non, c'est trop tôt, c'est l'année. Oui, c'est jamais. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Faut arrêter de se dire qu'à un moment, il y a une volonté dans un club pour que le club ne monte pas. Enfin, tout sportif qui se respecte a envie d'aller plus haut. Et évidemment, de découvrir un petit peu ce qui se passe au-dessus. Donc voilà, si on peut éviter d'envoyer cette énergie négative à l'équipe, c'est mieux quand même. Bon, et inévitablement, quand ça va mal pour un club, il y en a un autre qui en profite. Stade Lavallois. Et le Stade Lavallois-Laval dont l'espoir renaît évidemment parce que les Lavallois étaient largués à un moment au niveau du classement, comme quoi ça va vite dans ce championnat national. On l'a dit, tout ce jouera vient vraiment sur les dernières journées. Laval qui revient à 3 points de la place de barragiste grâce à la victoire à l'extérieur. On va la voir tout à l'heure parce qu'on va commencer par le petit poste de Scaramodino, d'Anthony Scaramodino, le défenseur de Laval, qui a relayé sur la PQR, la presse quotidienne régionale. Et oui, Laval revient à grands pas sur le Mans FC. Il l'a tweeté sur Instagram. Et Anthony Scaramodino qui donc est content que son équipe puisse rejoindre le Mans à 3 points simplement dans cette fin de championnat. On va regarder la victoire à Sannois-Saint-Gratien qui était mal classé du côté de la banlieue parisienne. Bon, il faut dire aussi que les Lavallois, ils ont été vernis parce que Sannois-Saint-Gratien a énormément d'occasions. Là, c'est le petit milieu de terrain Camara, Madi Camara, qui est prêté par Saint-Etienne, qui marque après avoir marqué déjà lors de la dernière journée à domicile. Il est en pleine forme et puis là, superbe inspiration. Hop là, joli Alors, on dit il y a des beaux buts en national quand même. Allez, 4 saisons on rappelle pour toi. Ouais, 4 saisons, 2 montées. Et 2 fois dans les top 5. Et voilà, et là c'est Bridge Ndilu qui clôt la marque, le 2-1 pour le jeune attaquant lavallois. Eh bien, oui. C'est pas étonnant d'avoir des trous en national quand tu vois dans les conditions dans lesquelles les joueurs se déplacent. Oui, c'est pas les avions affrétés. J'ai fait un Boulogne-Cannes. Je suis rentré à 19h le lendemain du match, entre l'avion, le TGV, le bus, le vélo pour finir le trajet. Pour tenir le budget, les clubs n'ont pas le choix que de faire prendre les bus et tout ça. À un moment, l'organisme s'en ressent. C'est pas pareil de préparer un match quand tu dors chez toi la veille, que tu vas en avion, que quand tu as passé 7-8 heures dans le bus, dans le train. C'est quand même des conditions différentes pour appréhender un match de haut niveau parce que ça reste... Oui, parce qu'on parle de foot professionnel, mais bon, il n'y a que le mot qui est professionnel. Pour moi, c'est une Ligue 3. Après, ça arrangerait pas tout le monde que ça passe en Ligue 3, mais les conditions sont les mêmes. Tu joues sur tout le territoire. Les gars, peut-être pas dans tous les clubs, mais pour majorité, ne font que ça. Ils sont rémunérés pour ça. Il manque... Dans tous les autres pays, je crois que le championnat numéro 3 est professionnel. Donc, exactement. J'ai joué contre Jallet, Ribéry, Giroud. J'en ai joué contre qui sont passés par ce championnat-là. Oui, et qui sont allés sont allés tout là-haut. Donc. Effectivement, et on souhaite bien que ce championnat se développe aussi pour tous ces acteurs du foot qui le méritent bien. Allez, on va demander nous à Gilda Mingui, notre confrère de France Bleu Mayenne, qui suit le Stade Lavallois. Alors Gilda, il était aussi au fond du trou il y a quelques semaines parce qu'il s'est dit c'est pas possible, Laval va pas réussir à monter après pourtant un très bon début de saison. Alors, est-ce qu'on respire un petit peu du côté de Laval, Gilda ? Oui, Anthony, seulement 3 succès à l'extérieur cette saison et un seul match nul, soit 10 points pris en 12 matchs. C'est très peu, mais peut-être qu'une nouvelle série positive est enclenchée. C'est à espérer, en tout cas pour une équipe qui n'est pas totalement détachée du trio de tête, car les Lavallois ne pourront pas se permettre de jouer la montée en ne prenant des points qu'à domicile. La bonne nouvelle, peut-être pour le Stade Lavallois, c'est que concernant les matchs contre les 3 équipes de tête, il n'y en aura qu'un seul à l'extérieur. Et d'ailleurs, ce sera le prochain déplacement à Chambly. Les confrontations contre Rodez et Le Mans, elles, auront lieu à domicile. En tout cas, à 10 journées de la fin, le championnat est relancé et il n'y a personne au Stade Lavallois pour ne pas croire à une éventuelle montée en Ligue 2. Et la fin de saison s'annonce passionnante. Il a raison, Gilda, de le préciser. On revient rapidement sur un poste de Bridge Ndilu parce que c'est vrai que l'attaquant lavallois, il devait signer à la Juventus de Turin il y a quelques mois.
Ça s'est pas fait pour différentes raisons, certaines avouables, d'autres pas trop. Et c'est vrai qu'il avait un peu disparu des radars. Bon, il a 18 ans, hein. Il est très très jeune. J'allais dire, c'est pas fini, quoi. Ah non, et il est revenu en force. Et surtout sur cette fin de saison, ça peut être l'atout aussi offensif avec Sékou Keita devant pour le stade Lavallois. On verra, on va suivre bien évidemment cette fin de championnat haletante du côté du national. Et on va parler maintenant de Cholet, qui est toujours là, le SO Cholet. Les montagnes russes, bah oui, parce que Cholet qui est capable de mener 2-1 à la 89e minute à Laval il y a 10 jours et qui est capable de perdre ce match 3-2 dans les dernières minutes, dans le temps additionnel, et puis qui arrive à battre cette semaine le club de Lyon-Duchère. On va regarder les buts d'ailleurs des Choletais. C'est ça les montagnes russes du côté des joueurs du Maine-et-Loire, capables du meilleur comme du pire. Superbe inspiration là de Rocheteau. Et puis derrière le but enchaîné pied gauche, il a frappé pied droit, c'est pas rentré, il a frappé pied gauche, et ben voilà. Impeccable, ça c'est bien fait. 11e ou 12e but pour Rocheteau en national, pas mal pour l'ancien joueur des Herbiers. Celui-là est pas mal aussi, le but de Lyon-Duchère. Le petit slalom de Julienne, le joueur de Lyon-Duchère qui va perdre le ballon. Regarde, c'est le même joueur. Il perd le ballon et derrière, sanction immédiate avec le but d'Abiza, l'attaquant de Cholet. Victoire donc des Choletais. 2-1 face à Lyon-Duchère. On va regarder, écouter la joie dans le vestiaire. J'imagine que ça va te rappeler quelques souvenirs. C'est pas dit ? Vas-y. Allez. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comme toutes les modes. Exactement, ça revient dans les années 80 qui reviennent également au goût du jour et on va les saluer les Choletais qui sont, on l'a dit, toujours en course, 5e. Même s'il y a quelques points à les glaner, eh bien ils sont toujours bien évidemment en course pour la montée en Ligue 2 et notamment pour cette 3e place de barragiste. On a fait le tour de la Ligue 1, le tour du National. Alors là, attention, tu vas pas y couper, c'est le moment du quiz de Brulaise. On dit Brulaise. Ah ouais, en plus. Eh ben ça y est, il arrive. Il n'y a pas la petite musique. Ils se sont un petit peu endormis derrière, je sais pas. Non, ça y est, on est parti pour le quiz de fin du côté donc de Charles Diers qui va se concentrer. Alors Charles, que je t'explique rapidement. Petite question, 3 réponses possibles, une seule réponse que tu vas me donner. En tout cas, tu vas me choisir un vestiaire derrière un placard pour connaître eh bien, la question sur laquelle va se jouer ce quiz. Alors, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a en jeu derrière. Qu'est-ce qu'il y a en jeu ? Je te dirai après. Celui-là, c'est ce placard-là avec le maillot de... Du Mans. Du Mans. J'allais dire de Lens parce que je suis ch'ti et pour moi, à la base, sans et or, c'est... Né à Cambrai, hein, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Et ben non, ce sera le maillot... Alors, c'est le maillot à l'époque du MUC 72. D'ailleurs, hein, pas le maillot du Mans FC de maintenant. Un vieux maillot. On est sur le côté rétro. Alors, la question, la voici. Réfléchis bien. Justement, on voulait savoir... Pendant combien de saisons a évolué le MUC 72 en Ligue 1 ? Simplement, je vais te donner 3 possibilités. La réponse A, 4 ans. Le MUC 72 a évolué 4 ans en Ligue 1. Pas consécutivement, hein, mais peu importe, dans toute sa vie. 5 ans, réponse B. Et puis 6 ans, comme ça. Et voilà, 6 ans. C'est encore plus facile comme ça. Voilà, comme ça, c'est simple. Alors, je te laisse réfléchir quelques secondes. Spontanément, je t'aurais dit 4 ou 5, mais... Ouais, mais c'est pas spontané chez toi. 4 ans. Je vais rester sur ma première idée. Allez, on reste sur 4 ans. Je la sens pas, celle-là. Ah non, c'est pas 4 ans. Et non, c'était 6 ans. Je te rassure, il y en a un qui est aussi sur ce plateau, qui est derrière la caméra, supporter du Mans, lui non plus. Il a dit 2 ans. Donc bon, après, bravo à Charles également. Les Charles qui n'ont pas été vraiment à la fête cet après-midi pour la question du quiz. Viens me rejoindre s'il te plaît Charles pour la fin de cette émission. Voilà, c'est normal que... C'est normal, je vais avoir l'air un petit peu ridicule, évidemment, pour le dernier coup de cœur de cette émission. Et oui, on aime bien mettre un petit coup de cœur sympathique en fin d'émission parce que c'est sympa. On va voir cette petite de 9 ans, Léa, qui est allée voir le match des filles de l'équipe de France de foot. Regarde ses yeux lorsqu'elle les voit arriver. Ben oui, parce qu'elle était avec son club, mais on lui avait dit qu'elle ne pourrait pas
assister à l'arrivée de l'équipe de France. Et pour cause, c'est elle qui va donner le coup d'envoi. Wow. On lui a annoncé ça juste avant qu'elle arrive. Elle en pleurait, la petite. C'était super mignon. Et là, elle est émerveillée, comme si nous, on était arrivés au moment où il y avait Zinedine Zidane. C'était un peu la même chose. Et là, elle va donner le coup d'envoi. On la salue, évidemment. Léa, on va te remercier. Charles, Merci pour l'invitation. Non, mais pour ta venue, c'était très sympa. Plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, on va continuer, évidemment, à regarder ce que fait Angesco, mais aussi tous les autres clubs des Pays de la Loire, parce qu'on va se régaler dans cette fin de saison. On dit au revoir à tout le monde. À jeudi prochain, on le rappelle, David Jouya, ici même. Bye bye. Ciao. Et voilà.